qui est terrible, en fait, c'est qu'on peut se dire... non, peut-être avant qu'on aille sur l'Amérique moderne, peut-être aller juste sur quelques grands noms de la hiérarchie du nazisme. En fait, on se rend compte que toute la hiérarchie était prise par cette... on va pas appeler ça secte, mais cette association homosexuelle forte, homosexuelle viriliste, hein, attention. Oui, c'est ça, tout à fait. Il faut vraiment le signaler. Donc, qui a défendu corps et âme leurs intérêts avant les autres. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement quelques grands noms parce que ça commence comme ça d'ailleurs avec l'arrestation de Rome, juste avant la nuit des longs couteaux. C'est ça. Alors Ernst Röhm est le plus connu. D'ailleurs, même aujourd'hui, je dirais les manuels classiques parlent de ça, l'homosexualité de Röhm et des SA. Oui, il était bien connu. Ça, c'est connu. Et d'ailleurs, en fait, là, ce que montre bien le livre, c'est que en fait, la purge de Röhm n'est pas tant une purge anti-homosexuelle comme ça a été vendu par le régime. Goebbels. Goebbels, qui en fait voulait, parce que ce qu'explique le livre, c'est que les Allemands étaient lassés des scandales sexuels des nazis, et en fait c'était une manière de se refaire une virginité, c'est-à-dire que ça a été utilisé, en fait ils ont illuminé leurs ennemis politiques, ils ont éliminé les SA qui posaient beaucoup de problèmes, notamment à l'armée allemande et à certaines factions allemandes, et en fait ils ont mis ça présenté ça comme une purge morale, alors qu'en fait c'était une purge politique qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'homosexualité, et la preuve en est que Hitler et le haut commandement nazi conservaient beaucoup d'homosexuels. Donc on peut citer Baldur von Schirach, qui était le responsable des jeunesses hitlériennes, on peut citer Rudolf Hess. Là, il parle de Dietrich Einhard, qui était un des responsables des services secrets. Enfin, il y avait l'avocat personnel d'Hitler, je ne me rappelle plus de son nom, mais il y avait énormément de gens. En fait, ce que montre le livre, c'est une litanie de tous les gens qui étaient homosexuels dans l'entourage d'Hitler, et voire d'ailleurs Hitler lui-même. Ah oui, c'est voire même plus, parce que alors, j'ai quand même appris des tonnes de choses sur Hitler, notamment qu'en fait, il était carrément un prostitué. Quoi, un gigolo. Voilà. Un gigolo dans les années 20 à Vienne. Et alors, pour la petite histoire, c'est quand même rigolo, parce que le livre dit qu'il était dans un foyer pour hommes marginaux SDF, qui était en fait un haut lieu de prostitution où il vivait. Pendant 4 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça, pendant 4 ans. Et en fait, on a eu dans les courriers d'Epstein, vous savez, avec Ariane de Rothschild, il parle de ça, et Ariane de Rothschild confirme que ce foyer pour hommes de Vienne était financé par les Rothschild. Donc c'est quand même, le monde est petit quand même. Alors attendez, parce que là, faut qu'on fasse un schéma. On a Hitler qui est dans un foyer à Vienne d'homosexuels prostitués, quoi. Voilà, en gros, voilà, gigolos, de marginaux. En gros, il y a des sources, je suis allé voir votre livre, les pages derrière qui montrent bien qu'il était là et qu'a priori tous les gens disent que ceux qui étaient là pratiquaient avaient ce genre de pratique. Il y a aussi d'autres sources de personnes qui ont témoigné que lui-même il se faisait alpaguer par le jeune Hitler, donc dans la rue, qu'il offrait ses services. Donc ça, il y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens-là. Donc ça, on est sur Hitler jeune à Vienne, et vous dites que ce foyer, gigolo, marginal, était financé par les Rothschild. Oui, ça a été confirmé dans les mails d'Ariane de Rothschild à... Mais c'était quoi l'objectif ? C'était officiellement pour des raisons de charité, voilà. Mais c'est quand même intéressant. Parce qu'il y a déjà d'autres références d'Hitler par les Rothschild qui ont dit oui, c'est vrai, on a financé. Alors je sais plus ce qu'ils disent exactement par rapport à Hitler, mais par les Rothschild qui ont dit oui, c'est vrai, on a financé. Alors je sais plus ce qu'ils disent exactement par rapport à Hitler, mais je vais peut-être demander à nos équipes de vérifier ce qu'on avait sur les occurrences entre Rothschild et Hitler, mais Ariane de Rothschild faisait des révélations. En tout cas, c'était je crois que c'était par rapport à ça. On va vérifier si c'est exactement ça, c'est intéressant quand même. C'est donc voilà, et il y a aussi moi des éléments qui ont emporté ma conviction, c'est que par exemple, il y a des rapports de police, de la police des mœurs, parce que vous savez, à l'époque, il y avait la police qui surveillait tout ce petit milieu-là. Et en fait, il y a notamment un chef de la police, alors je crois que c'était de Vienne, qui était un ennemi d'Hitler et qui a traversé tout le régime, même l'Anschluss, sans problème, parce qu'il disait, moi j'ai un dossier sur Hitler, et s'il s'en prend à moi, je sors, et là c'est fini pour lui, quoi. Donc, et pareil, dans ces éléments, sur ces dossiers, c'est une révélation, je crois que c'est le président, mais vous allez peut-être me corriger, de l'Institut de sexologie allemand, qui donc a été l'objet d'une première attaque le 6 mai 1933, le premier gros autodafé filmé, photographié. On a les célèbres images où on voit tous ces livres qui sont jetés, évidemment. Donc, contre les déviants
de la race allemande, c'est ce qui a été annoncé officiellement. Sauf qu'en réalité, les scientifiques de l'Institut de sexologie expliquent non, mais ils nous ont visé nous en premier parce que nous avions les informations, toutes les informations sur l'ensemble en gros de la hiérarchie nazie qui est constituée seulement de 10% de gens normaux, enfin de gens qui n'ont pas de déviance sexuelle, etc. Oui, tout à fait.